En panne de sens, le podcast Intellopratique qui a l'ambition d'expliquer une époque, la nôtre, où plus rien ne semble en avoir de sens. Nous sommes Yann, Sébastien, moi-même, Luc. Quelle est la date aujourd'hui? Nous sommes le 12 août 2025. Voilà, on ne s'arrête pas l'été. Avant de parler du sujet, on voulait mettre un petit peu d'actualité, en tout cas expliquer ce qui, là, dans notre période, nous a marqué dans l'actualité. Eh bien, je peux déjà commencer à parler, puisque je décide de prendre la parole. Je suis Sébastien, bonsoir et bonjour à tous et à toutes. Moi, ce qui m'a marqué dans l'actualité récente, c'est le limogeage par Donald Trump. C'est bizarrement une figure qu'on retrouve souvent dans nos jeunes émissions. Bizarre. De la directrice du Bureau des statistiques américains, parce qu'elle avait eu le tort non seulement d'avoir été nommée par son prédécesseur à ce poste, mais surtout d'avoir communiqué des chiffres du chômage qui n'ont pas eu l'heure de plaire à son président. Donc en fait, quand le thermomètre ne donne pas la bonne température, le mieux c'est encore de limoger le chef de l'usine. Et il a renommé quelqu'un à la place, donc maintenant les statistiques seront en accord avec ce qu'il veut. Ouais. C'est aussi une blague de Trump, c'est celle où il a décrété un couvre-feu à Washington et envoyé la garde nationale là-bas en disant qu'il y a trop de criminalité, etc. Alors que les stats ont montré qu'il savait baisser, en fait il les a complètement bidouillés. Mais oui, il y a eu des périodes où il y avait beaucoup plus de criminalité que ça. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas, mais enfin bon, voilà, il se sert de ça. Washington, ça vote à 90% démocrate. Exactement. Et 45% de la population, 55%, je ne sais plus, est noir. Donc ça fait oui, ça sent un truc un peu punitif, à tous les niveaux. Alors moi, je ne vais pas parler de Trump parce que franchement, on ne parlait que de lui. Moi, je vais parler du secrétaire d'État à la défense américain, parce qu'on ne parle que des États-Unis au final, qui a relayé une vidéo qui appelle à la suppression du vote des femmes. Voilà, soyons raisonnables, ça pose que des problèmes. Effectivement, ça limiterait quand même de moitié le nombre de votes pour Donald Trump. Un petit peu moins peut-être. Un peu moins, parce que... Voilà, et quand est-ce qu'il propose de réduire le chômage en les renvoyant à la maison pour qu'il y ait plus de boulot pour les mecs? C'est parti du truc. Peter Thiel, je ne sais pas comment on prononce son nom, qui est grand financeur de la Silicon Valley et d'extrême droite, et qui fait partie des gens dont on parle relativement peu, mais qui est à fond là-dedans. Lui, est contre le vote des femmes depuis un petit moment et argumente sur le fait que c'est la source d'une grosse partie des problèmes. C'est la source du mal depuis la Genèse quand même. C'est de leur faute. Cela étant dit, effectivement, toutes nos actualités se rejoignent, puisque Donald Trump a renvoyé une femme à la maison en la personne de la chef du bureau des statistiques. C'est ça, voilà. Très bien. Alors, le sujet du jour, moi, je vous l'annoncerai bien, mais comme je mens toujours, je ne peux pas le faire. Donc, lequel est-ce? Écoute, Yann, sois spontané. Non, c'est pas dans ma nature. C'est les injonctions paradoxales, qu'on appelle aussi double contrainte, double tap en anglais, puisque ça vient d'un anglais, et la première fois où ça a été analysé, c'est en 1956. D'un anglais, non, d'un américain d'ailleurs, mais... Donc c'est assez récent historiquement par rapport à d'autres choses dont on a parlé ici, même si évidemment on n'a pas attendu que le phénomène soit nommé, identifié, analysé pour faire des injonctions paradoxales. Ça, c'est depuis que les gens communiquent que ça existe. C'est assez rigolo, ça vient de la psycho et de la psychanalyse en parallèle. Donc, et des sciences de l'information et de la communication. Absolument. Voilà. Ça vient des trois, mais les trois se sont développés à peu près en même temps, sur les mêmes prémices, justement sur le même bouquin de ce type qui s'appelle Gregory Bateson. Donc la définition de base, c'est que tu as au moins deux injonctions, des ordres, des commandes, etc., qui s'opposent mutuellement et qui peuvent être augmentées d'une troisième injonction. C'est pas systématique, mais c'est assez souvent. Le cas, c'est d'une troisième contrainte qui, en gros, pénalise ou empêche l'individu de sortir du choix qui est imposé par les deux premières, en fait. Enfin, qui n'est pas un choix, qui a une double obligation incompatible. L'exemple typique, il y en a pas mal. Il y a le cas d'Asimov, justement, dans les robots. Le robot qui tourne en rond parce qu'il y a deux ordres qui sont gravés en lui, en fait, qui se contredisent, et qui est incapable de faire quoi que ce soit, en fait. Donc c'est un exemple connu. Un autre exemple, plus pour les amateurs de BD, mais dans Astérix en Corse, je ne sais pas si vous l'avez lu. Très longtemps. Il y a un gars qui demande, en gros, si sa sœur est belle ou pas, quoi. Et je connais la blague, ouais. Donc, soit tu réponds non, et quoi, ma sœur est pas belle, et tu te prends une patate, soit tu réponds oui, quoi, ma sœur te plaît, et tu te prends une patate, quoi. Ça me rappelle les choses que tu m'avais racontées il y a fort longtemps sur l'Inquisition et les questions piégées de l'Inquisition. Oui. Mais c'était d'ailleurs souvent l'Inquisition laïque, étrangement, et non pas religieuse qui faisait ce genre de choses. Mais oui.
Donc voilà, ça c'est des exemples, mais je trouve qu'ils sont assez parlants de ce que ça donne, c'est-à-dire que tu as une double, dans les deux cas, tu as une double contrainte. Et ça crée une paralysie, comme pour l'histoire du robot. En fait, ce que ça crée, c'est en fait l'impossibilité d'avoir une réponse logique et cohérente à ça. Tu peux qu'échouer d'une manière ou d'une autre. Donc c'est un peu gênant. À préciser aussi que c'est parce qu'il y a parfois une confusion qui est faite et c'est une erreur. Il faut distinguer ça de la dissonance cognitive en fait. La dissonance cognitive, c'est un peu le même principe, mais c'est la personne qui se l'applique à elle-même, alors que la double injonction, l'injonction paradoxale, pardon, c'est généralement quelque chose qui vient de l'extérieur. Même s'il y a des cas limites, on en reparlera. Pour donner un exemple, dans le cas d'Asimov, justement, le robot il a été programmé pour ça, donc c'est la personne qui a programmé le robot qui a donné ces injonctions, alors que un exemple plus de dissonance cognitive, c'est plus effectivement quelqu'un qui en fin de soirée, il a trop picolé, mais le seul moyen de rentrer chez lui, c'est en bagnole. Donc là, il va devoir, il aurait pu ne pas picoler, mais c'est trop tard, donc voilà, et il va devoir choisir. Soit il rentre pas chez lui, donc il y a une de ses obligations à laquelle il ne peut pas répondre, soit il rentre chez lui bourré, et il n'a pas forcément envie, parce qu'il risque de perdre des points sur son permis, de tuer des gens, etc. etc. Mais ça, c'est plus la dissonance cognitive, en fait, parce que c'est juste la personne vis-à-vis d'elle-même, il n'y a aucun ordre extérieur, en fait. À part peut-être des normes sociales ou un contexte socio-économique qui t'oblige à faire des choses dont tu sais qu'elles sont mauvaises pour toi ou qu'elles ne correspondent Absolument, pas. mais je reviendrai sur ce point, justement, j'avais pensé... J'ai grillé. Non, t'as pas grillé, au contraire, c'est bien. Mais oui, donc vraiment la base, c'est, en gros, on te pose une impossibilité logique de faire un choix rationnel, dans tous les cas. Et c'est une forme de manipulation, très clairement, même si elle est parfois involontaire, en fait. C'est-à-dire on baigne tellement dans ce truc-là, qu'il est assez courant que les gens, en fait, pratiquent ça sans même s'en rendre compte. Et des gens le subissent aussi sans même s'en rendre compte, ce qui est très problématique. C'est un trait très fréquent chez les manipulateurs, qui mettent leurs victimes dans ce genre de position. Absolument, oui, absolument. Donc on est vraiment sur quelque chose de circulaire, qui est parfois implicite d'ailleurs. L'injonction paradoxale, elle n'a pas besoin d'être énoncée quand l'implicite est clair, du moins pour celui qui l'énonce, et qu'il estime qu'elle est claire aussi pour celui qui la reçoit. Par exemple, je sais pas, l'exemple bête, tu as un gamin, tu lui dis, si t'es pas content, tu dégages, mais le gamin, il est encore scolarisé, il bosse pas, etc. Et il dégage, mais il ira sous les ponts, quoi. C'est clairement aussi, c'est un faux choix en réalité. Dans le système scolaire, c'est le côté un peu concis, c'est qu'en fait, il dégage pas, tu as l'obligation de scolariser un enfant. Ouais. Et donc, quand tu as des gamins qui sont absolument ingérables, ils sont virés d'une école pour aller dans une autre. Donc, ça fait partie aussi du côté complètement con, c'est qu'en gros, il n'y a pas de solution. Tout à fait. Voilà. Et c'est vrai que l'implicite en fait, du truc, c'est aussi là qu'il y a un piège, et c'est pour ça aussi que beaucoup de gens s'en rendent pas compte ou pas compte sur le coup, mais seulement au moment d'exécuter le truc, mais c'est trop tard, il n'y a plus personne en face pour le faire. L'exemple, je sais pas, moi, si je suis ton patron et que je dis, tiens, demain, tu dois être à une réunion aux États-Unis, mais veille à ton empreinte carbone. Comment tu peux y arriver d'ici demain si tu ne prends pas l'avion, quoi. Voilà. Mais ça, c'est implicite. C'est-à-dire que le fait que tu aies besoin de prendre l'avion, on ne te le dit pas. Mais bon, ouais. il est contenu quand même dans la première demande, quoi. Donc c'est quelque chose qui passe souvent inaperçu. Alors très souvent... Ouais, ça me fait penser à un truc, je l'ai mis sur notre groupe, je l'ai lu. On vous invite à aller visiter. Je l'ai.lu. Il y a un type qui a écrit un livre et qui parle pas mal à la radio, notamment dans les émissions... la dernière des anciens de France Inter, là. Guillaume Meurice, etc. Albert Moukébert, qui est neurophysicien ou neurobiologiste. Neurobiologiste ou un truc dans le genre. Et il parle justement de la surresponsabilisation, et notamment par rapport à l'environnement. Il a fait pas mal de conférences ou trucs comme ça, où il explique que justement on met les gens dans des obligations de faire des choses pour le climat, mais dans un contexte où rien n'est fait pour ça. Il dit, bouffer de la viande, c'est pas bien, et bouffer du McDo, c'est pas bien, ou de la malbouffe. Hein. Mais il y a des McDo partout. Oui. Et t'es bombardé de pubs, etc. Et donc, du coup, t'es dans cette situation où d'un côté, on te dit, il faut pas faire ceci, il faut pas faire cela. Et tout ton environnement est entièrement orienté sur le fait de le faire. C'est même un mensonge politique, on va dire, assez courant, la question de l'environnement. Dans le sens où les politiques, il faut à la fois qu'ils promettent la prospérité,
Donc, quelque part, l'idée d'une croissance, etc., infinie et tout. Et en même temps, qui promettent l'écologie. Et les deux, en l'état, en tout cas, me semblent absolument pas compatibles, quoi. Ce qu'a très bien, pas trop l'écologie. Hein. Ce qu'a très bien compris le gouvernement actuel, qui a décidé de résoudre la contradiction. Oui. Ouais. Vous allez bouffer des pesticides. Juste petite précision, Albert Moukébert est docteur en neurosciences. Donc voilà, comme ça il faut rétablir la vérité. Albert, tu nous écoutes, un pouce bleu et partage autour de toi. Tu mérites un châtiment. Ouais. Donc bon. Alors déjà, l'injonction paradoxale, le truc qui est le plus fréquent, c'est qu'il y a un lien de subordination ou de dépendance entre le locuteur et la personne qui reçoit l'instruction. Dépendance qui peut être formelle ou symbolique, en fait. Ça peut être aussi bien patron subordonné que parent-enfant, enseignant-élève, etc., etc. Ce qui renforce le lien de domination pour l'un, et le sentiment de domination pour l'un, et la sensation d'échec pour l'autre. Donc ça maintient, en fait, c'est pour ça que je parlais d'une manipulation qui maintient un rapport de domination, parce que y a vraiment ce côté-là, quoi. Je pense que les enfants, ils apprennent très vite ça, en fait, ils l'intègrent totalement. Ils sont assez manipulateurs quand ils y arrivent. Oui, mais heureusement, ils intègrent surtout le fait dont ils sont eux-mêmes les cibles d'injonction contradictoire. Il faut être indépendant, autonome, et en même temps s'intégrer au groupe, etc. C'est des choses que tu dois sentir tout jeune, je pense. Ouais. Le truc, effectivement, en plus, c'est souvent dans un cadre quotidien, effectivement. Donc famille proche, école, entreprise, médias aussi, politique, etc. C'est souvent des trucs dont tu es inondé, en fait, tous les jours. Et quand ça vise un cadre institutionnel, entrepreneurial, etc., la plupart du temps, en fait, c'est souvent les postes intermédiaires qui sont les plus soumis à ça. Oui. C'est-à-dire ceux qui ont des gens au-dessus d'eux hiérarchiquement et qui ont des gens en dessous d'eux aussi. Et qui vont servir de fusible si ça marche pas, etc. Enfin bon, c'est aussi des méthodes de harcèlement pour tous les gens qui pètent les plombs au boulot ou dans leur relation personnelle. C'est vraiment la base du harcèlement, c'est de mettre les gens dans des situations... Absolument, mais il y a aussi ce rapport de domination dont je parlais précédemment, c'est-à-dire l'idée que tu fais ça pour asseoir ta domination et montrer, si tu veux, à la direction, machin, etc., qu'un tel qui aurait peut-être pu prendre ta place dans 4 ans, c'est un incapable. Il est incapable d'appliquer des ordres simples. Alors que toi, non, t'en serais pas capable non plus, parce qu'ils sont complètement pétés, tes ordres, mais c'est pas grave, puisque on peut pas le prouver, ça. Et l'effet extrêmement pervers, parce que du coup, le subordonné devient le responsable de son propre échec. Exactement. Il y a un côté comme ça, c'est une fausse autonomie. Oui, allez, fais comme tu veux, etc., sauf que c'est impossible. Et un exemple qui est assez courant, j'en ai discuté avec toi, Sébastien, mais c'est le truc, je pense que s'il y a des profs qui nous écoutent, ils ont tous dû entendre ça au moins une fois en réunion de début d'année. C'est alors vos méthodes, votre pédagogie, vous l'adaptez aux besoins individuels de chaque élève pour qu'il se sente bien. Mais on a des objectifs qui sont standards, qui sont les mêmes pour tous. Ouais. Alors pour moi, dans l'éducation, il y a aussi ce truc où les profs sont traditionnellement plutôt de gauche, mais l'institution scolaire est faite pour reproduire les inégalités sociales. Bourdieu a décrit ça il y a très longtemps. Et pour moi, c'est ce paradoxe que les profs portent, c'est qu'ils voudraient avoir une éducation égalitaire et ce genre de choses. Et tu sens que pour nombre d'entre eux, ça fait partie de leurs valeurs profondes, mais ils sont dans un système qui vise très exactement l'inverse. Oui. Ouais. Et en fait, justement, comme je parlais d'un cadre quotidien précédemment, et en fait, ça entraîne une répétition aussi du truc. Dans les cadres familiaux, c'est encore pire. Dans les cadres de couple, etc., c'est une méthode de harcèlement qui est hyper connue, mais c'est là, pour le coup, c'est du quotidien, c'est même plusieurs fois par jour quand il faut, quoi. Ça va vite. Moi, j'ai vu des situations, par exemple, par rapport aux enfants et à l'école, tu vois. Tu dis à un gamin, faut travailler, et donc tu l'aides à bosser pour l'école. Il a une bonne note, et derrière, le parent lui dit, mais c'est parce que je t'ai fait travailler. Ouais. Donc finalement, c'est jamais grâce à lui. Parce que le parent va lui dire, oui, mais si je t'avais pas aidé, tu n'aurais pas fait, gna gna gna. Donc derrière, il y a une angoisse du parent de se dire, mon enfant n'est pas autonome, si je ne suis pas derrière son cul, blablabla. Mais pour peu que le parent soit un peu tordu ou un peu trop flippé ou quoi, ça devient effectivement invivable pour le gamin parce qu'il ne peut pas bien faire. Et souvent, c'est un signe important, révélateur, tu ne peux pas bien faire. Oui, tout à fait. Un autre exemple qui est assez classique, que ce soit en entreprise ou même dans le secteur public et tout, c'est la demande, il faut que tu innoves.
mais il faut que ça marche. Oui. Le problème, c'est que pour innover, il faut expérimenter, et des fois on se plante jusqu'à ce que ça marche. Mais ça, on te le dit pas. Alors, un type m'avait parlé d'un mec qui bossait chez Renault il y a des années de ça, à l'époque où les gens sautaient du haut du balcon au Technicentre, je sais plus comment il l'appelle, au Technocentre, un machin de... C'est en gros les bureaux d'études de Renault. À l'époque, Renault allait pas très bien. Et il y a eu une épidémie de suicide dans l'entreprise, quoi. Et le gars venait de quitter la boîte. Il m'avait expliqué ce qui se passait. Il me disait en gros, le discours c'était Renault va mal, c'est vous qui concevez les voitures, donc c'est vous qui pouvez sauver Renault. Et donc chacun portait la responsabilité personnelle de la survie de l'entreprise. Ah, c'est immense comme point. Alors bien entendu, sans la capacité à faire la différence, parce que même s'ils sont dans les bureaux d'études, il y a des centaines, voire des milliers de personnes qui bossent sur les conceptions des bagnoles, donc personne ne peut faire la différence tout seul. Et il disait, ceux qui se sont suicidés avaient ce profil de gens qui n'arrivaient pas à prendre du recul par rapport à la situation, et qui du coup se prenaient cette injonction et la portaient réellement, et du coup allaient jusqu'au suicide parce que c'était insupportable. Ton injonction me fait penser... Enfin, pardon. Ton exemple me fait penser à une autre injonction contradictoire, je n'ai pas pensé jusqu'à présent, mais est-ce que cette espèce d'obligation morale d'aller voter tous les 7 ans pour son nouveau maître, c'est pas voilà, un exemple type d'injonction contradictoire? On le sait, tout le monde sait que ta voix ne compte pas beaucoup. Et que tu n'as pas trop le choix. Voilà. En plus, on voit bien à quel point les votes aujourd'hui sont grandement respectés par les élites politiques. Et effectivement, si jamais tu ne le fais pas, tu es quand même malgré tout coupable, quel que soit le résultat. Ah ouais. Et il y a cette citation d'Arendt, je mettrai Arendt partout jusqu'à ma mort, et elle dit que dans cette idée de choisir le moindre mal, ce que je fais moi en votant depuis bien longtemps maintenant, quand tu fais ça, tu as tendance à oublier assez rapidement qu'en faisant ça, tu choisis le mal. Et je trouve ça assez symptomatique. Après, il y a des cas spécifiques, je ne vais pas rentrer dans tous les cas particuliers, quoi. Un cas spécifique que j'ai trouvé assez intéressant, c'est celui où en fait l'injonction n'est paradoxale que pour la personne qui la reçoit, parce qu'elle émane de 2 locuteurs différents qui ne se connaissent pas entre eux, qui ne se sont pas concertés. Et on parlait justement du film de Ken Loach. Moi, Daniel Blake. Absolument. Où tu as un personnage qui a un médecin qui lui dit « Surtout, tu lèves le pied parce que tu vas faire un infarctus », et le service de l'emploi qui lui dit « Bon, au boulot ». Voilà. Ça... Effectivement, le médecin et le service, son boulot ne se sont pas concertés, quoi. Mais pour la personne, c'est intenable. Et il n'y a pas beaucoup de moyens de se sortir de l'injonction contradictoire. En fait, parfois, le seul moyen d'obéir, c'est de désobéir. C'est assez étrange. Et là aussi, c'est paradoxal. Ah oui. On va se faire une petite pause et on se retrouve après. En panne de sens, de retour. Aujourd'hui, on parle paradoxe, enfin injonction paradoxale. Donc moi, je voulais faire un petit tour de l'actualité pour donner quelques exemples. Il y a un article qui est paru récemment, là, ce mois-ci, sur un site que je ne connais pas, qui s'appelle regard.fr, et qui fait un petit bilan de la Macronie. 8 ans en Macronie, 22 condamnations, 10 mises en examen et 12 enquêtes en cours. Voilà. Et il y a plein d'autres trucs qui ne sont pas dans cet énoncé, et notamment l'affaire Betaram, où donc notre Premier ministre a menti, ça a été établi très largement, etc. D'ailleurs, quand il a dit « je ne suis pas au courant », sachant que l'affaire venait de Mediapart, j'ai dit « mais pourquoi il dit que jamais de la vie il a fait ça ?» Chaque fois, Mediapart a des munitions derrière et l'allume, et puis il devrait prendre l'habitude, mais non. Oui, en général, ils sont assez bons pour ça. Ils préparent le terrain. Oui. Quand ils disent un truc, ils sont déjà 5 en réserve pour toutes les objections qui vont venir. Les Bérou devraient le savoir. Enfin, ça me dépasse. Mais bref. Donc, on connaît la gravité de ce qui s'est passé là-bas, le fait qu'il est couvert. Il y a eu d'autres écoles. L'affaire Betaram a fait des ricochets, notamment. Alors, j'ai pas retrouvé le nom de cette école-là, mais il y en a eu une autre affaire moins grave, mais quand même plutôt sérieuse. Non, c'est tristement banal, malheureusement. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'à l'époque, c'était la fin du gouvernement où Bayrou était ministre de l'Éducation. Il y a des enseignantes de cette école qui ont remonté le truc, lanceuses d'alerte, etc. Le ministère de Bayrou les a ignorées. Quelques mois plus tard, un changement de gouvernement. C'est Ségolène Royal, et pourtant je ne l'apprécie pas trop, mais qui est ministre de l'Éducation. Les 2 enseignantes reviennent à la charge et le ministère gère le truc, fait le ménage dans l'école, etc. Il y a un truc quand même dans pas mal d'institutions qui est l'idée, moi je l'ai subi aussi personnellement, mais bon, qu'en fait c'est
qui lève l'alerte, qui est le porteur de mauvaises nouvelles et qui est le Oui. responsable en fait. C'est ça. Mais là, en l'occurrence, voilà, je disais ça juste pour dire que Ségolène Royal a quand même fait des bonnes choses. je déconne un peu. Mais que le ministère, avec les mêmes fonctionnaires à quelques mois d'intervalle, un coup dit non, on ne voit pas le problème, et le coup d'après, il réagit, comme quoi la responsabilité du ministre et de son cabinet sont clairement... Est-ce que c'est le même ministère avec les mêmes chefs de cabinet Non, puisque ça avait changé de ministre, donc c'est pas le même chef de cabinet, mais tu peux supposer qu'il y a quand même une partie... Tout à fait, oui. Mais c'est vrai que ça aurait été encore plus frappant si ça avait été les mêmes qui retournent leur veste, c'est pour ça que je posais la question. Actuellement, on a la loi du plomb, où il y a quand même plein de recherches scientifiques qui disent que les pesticides rendent les gens malades, qu'il y a des cancers d'enfants, etc. Et puis tuent aussi les écosystèmes, accessoirement. En gros, tout ça crève tout, mais on y va et on passe, le gouvernement passe en force, etc. Les mêmes qui sont corrompus. Et à l'inverse, il y a une femme, alors c'est une info, c'est un journaliste qui s'appelle Nils Wilke, qui est sur Mastodon, qui est un journaliste très à gauche, et qui a vérifié l'info, et il y a une femme qui a écopé d'un stage de citoyenneté parce qu'elle a interpellé Bérou, et donc elle s'est fait mettre la main dessus par la police, et on lui a dit qu'elle n'était pas très polie. Donc stage de citoyenneté. Interpellée, c'est-à-dire elle l'a insultée. Ils l'ont pas mis en prison, mais quand tu dis qu'elle a interpellé... Est-ce qu'elle l'a insulté? On n'a pas le détail de comment on lui a parlé. Parce qu'effectivement, s'il y a un jour public et tout, il peut se servir de ça. Ouais. Par contre, si elle a juste exprimé son désaccord, là, c'est... Il y a une autre affaire avec sur les militants de la 69, une femme qui s'est retrouvée au commissariat. Ce qu'on lui reproche, c'est d'avoir fait une poignée de main trop longue et trop intense à la personne à qui elle a serré la main, qui je crois, une présidente de la région ou quelque chose de ce type-là. Donc voilà, tu peux te retrouver au commissariat, on va te demander des comptes pour une poignée de main trop longue et trop intense. Mais oui, voilà. C'est incroyable. Ça. C'est bonne ambiance. Donc on fait aussi la chasse aux fraudeurs au chômage et à la sécu, tout ça. Alors que ça représente une fraction de la fraude fiscale. Oui, la fraude fiscale est estimée à peu près 7 fois plus importante. Il y a un sénateur, Les Républicains, donc un mec de droite, qui s'est exprimé, c'était le mois dernier, parce qu'il y a une loi qui avait été votée pour renforcer les contrôles, pour prendre les impôts sur les gens qui achètent et vendent des actions, et notamment des étrangers. Et donc les sénateurs et députés avaient voté une loi pour se donner les moyens de récolter le pognon. Et le gouvernement, en faisant les décrets d'application, a rajouté quelque chose qui n'est pas dans la loi, et qui en fait réduit la loi à zéro. C'est-à-dire qu'en gros, ils ont introduit un moyen de contournement pour que les gens puissent continuer à frauder et à ne pas payer les impôts. Et le type, de droite, Les Républicains, est furieux. C'est assez sympa de voir sa vidéo où il explique tout ce qu'il a fait, les commissions où il est allé et toutes les lettres qu'il a pu écrire, et le gouvernement s'en fout. Et donc on va te faire comme ça des morales en disant que tu serres la main trop longtemps, etc., par des gens qui couvrent des violences et des viols et des choses comme ça. On va aller chasser les chômeurs et les gens qui fraudent la Sécu, tout en donnant 211 milliards aux entreprises sans vérifier les effets par an de ces politiques, etc. Donc tout ça, c'est du paradoxe pour moi. Mais c'est pas une injonction. Il n'y a pas d'injonction. Tu as quand même une injonction à aller travailler, parce que c'est ce que le gouvernement dit. Il dit les Français doivent se mettre au travail, on leur supprime des jours fériés, etc. Et ça, pour moi, c'est une constante qu'on a depuis plusieurs années, c'est les Français ne travaillent pas assez. Oui, ce qui est faux d'ailleurs quand tu regardes les heures travaillées partout en Europe. En même temps, quand tu regardes, on est à peu près au milieu du tableau. Ouais, tu prends la presse économique, tu as plein de trucs dans le genre comment investir son argent pour acheter des actions, acheter des appartements pour encaisser des loyers. Là, je suis tombé sur un article récemment, je crois que c'est l'Express, où on disait les voitures de collection, c'est un bon investissement, etc. Donc pour les gueux, c'est va bosser feignant, mais pour les autres, c'est comment gagner de l'argent sans bosser et juste en investissant son argent. Et, pour les gens qui ont du capital, quoi. Voilà, c'est ça, mais sans jamais dire les riches méritent d'être riches sans travailler. Voilà. Bon, je parlerai à peine de l'environnement, où on a des incendies majeurs, tout crame, et on fait comme si de rien n'était. Le génocide en Israël, qui est quand même assez fabuleux, où les gens se sont Palestine. fait... Oui, en Palestine, oui. Attention, si tu dis que la Palestine c'est Israël, tu vas pas te faire des amis là.
Ouais, mais telles que les choses sont parties, disons que C'est bien, Gaza... en même temps, dire le génocide en Israël, ça permet de mettre tout le monde d'accord, parce que tout le monde vous mettra dans ton discours ce qu'il veut entendre. C'est pratique. C'est pas faux. Ah, tu prends pas de risque. Non, c'est ça. Bien joué. Moi, je trouve que c'est un gros risque de dire ça. C'est vraiment pas un moyen de se faire au train où vont les choses, Gaza sera Israël dans pas très longtemps. Mais non, mais voilà. Donc le génocide en cours en Palestine, effectivement, sur lequel ça a été d'une violence incroyable, où les gens qui ont hurlé au début ont été menacés de rétorsion judiciaire en disant que c'était des traîtres, qu'ils allaient en prison, que c'était des terroristes. Et maintenant, le gouvernement retourne sa veste en disant non, quand même, c'est un génocide, c'est pas bien. Donc on a quand même un retournement grand écart incroyable, tout en continuant à vendre des armes. Oui, en sachant en plus que tout d'un coup, on a un changement de discours à la marge. On n'est pas non plus en mode Netanyahou, c'est un vilain. On n'en est pas à ce point-là. Et en même temps, tu sais très bien, dans un état de désorientation absolue, que peut-être que demain, on se remettra à condamner les discours critiques envers la politique d'Israël, et que ça peut changer d'un jour sur l'autre en fonction des injonctions des uns et des autres. Voilà. Des intérêts surtout des uns et des autres. Alors, autre élément où notre monde est ce côté paradoxal, je suis tombé sur un article qui parlait des publications scientifiques. Il y a une étude, mais est-elle sérieuse? Pour le coup, on peut avoir le doute, qui disait que les articles scientifiques frauduleux se développent 2 fois plus vite qu'ils ne sont retirés. Et donc la science est normalement l'institution qui doit te poser des faits, sur lesquels tu es censé pouvoir t'appuyer, et on ne peut plus. Donc une étude scientifique dit que la science n'est pas fiable, mais cette étude scientifique est-elle fiable? C'est-à-dire que... Demandons à ChatGPT. Et d'un point de vue plus personnel, donc là on a évoqué des trucs... Et j'ai vu une petite stat, un petit article qui m'a fait un peu rigoler, mais que je trouve un peu tragique. 53% des gens enjolivent leurs vacances, donc en trichant sur les photos. Et l'article parlait de trucs qui allaient assez loin, avec des jeunes qui partaient en vacances, qui dormaient dans des chambres toutes pourries, mais qui allaient après s'introduire dans des hôtels 4 étoiles, prendre des photos, mettre ça sur les réseaux sociaux pour faire croire qu'ils faisaient des vacances, des folies. Quoi. Alors le truc sur les revues scientifiques, si je peux quand même modérer, c'est que c'est un peu la loi de Brandolini quand même. Je sais pas si tu connais le principe. C'est celle qui dit que c'est le principe d'asymétrie des baratins. En gros, c'est qu'il est plus facile de dénoncer une connerie qu'il est beaucoup plus long que de la démentir. Et en plus, dans les revues scientifiques, on est sur un système de revues par les pairs, etc., qui vont eux-mêmes devoir faire des recherches, des contre-recherches, etc. Donc ça peut être long. Justement, c'est le problème. C'est pas que ça, c'est que dans les revues scientifiques, c'est un business. Et que, à la fois, et c'est aussi un business pour les scientifiques eux-mêmes, qui doivent publier pour exister. Parce qu'il y a une telle pression en plus, les nombres de postes sont faibles et les prétendantes sont nombreux et nombreuses. Il y a des grosses magouilles d'ailleurs dans ceux qui éditent ensuite. Et pour justifier les budgets, il faut dire regardez, on a publié énormément, etc. Donc on est là, je pense, en plein dans des injonctions paradoxales où on demande aux gens de faire du chiffre, de publier. Tout en faisant de la qualité. Tout en faisant de la qualité, ce qu'ils ne font pas. Alors que la revue par des pairs, la révision par les pairs, c'est un processus qui est long. Oui, et ce que tu dis, ça rejoint un peu l'exemple que je donnais tout à l'heure. L'injonction classique de soyez innovants, mais ne faites pas d'erreur. Pour moi, c'est exactement ça. Voilà. Alors, je vais parler un peu d'Arendt, parce que sinon, mon intervention ne serait pas complète. Mais dans le totalitarisme, selon Arendt, il y a cette idée que la fiction doit remplacer la réalité. En tout cas, que la réalité doit rentrer dans la fiction. Et ça, c'est assez paradoxal dans le principe. Parce que c'est une inversion finalement de la façon dont le monde devrait fonctionner, où on se fait une représentation de la réalité. Et elle a cette citation, passe le début, mais dès lors il devient aussi absurde de discuter la vérité des prédictions d'un dictateur totalitaire que de se disputer avec un meurtrier en puissance pour savoir si sa future victime est morte ou vivante, puisqu'en la tuant, le meurtrier peut promptement fournir une preuve de la véracité de ses dires. Et c'est bien écrit aussi, c'est pour ça que j'aime bien Arendt, même si je l'ai mal lu. Mais c'est ce côté totalement absurde, et où, dans le totalitarisme, on fait des prédictions en disant voilà ce qui va se passer. Elle a, par exemple, cet exemple d'un discours d'Hitler où il dit si jamais la finance juive déclenchait une guerre, ce serait un vrai massacre. Et donc, il déclare ça dans un discours, et ce qu'il faut comprendre, c'est je vais déclencher la guerre et je vais tuer tous les juifs. Et c'est pas dans un discours où c'est pas je vais le faire, mais où il fait une prédiction de ce qui va se passer, et ce qui va se passer en fait c'est lui qui va le faire. Oui, mais après dans ton discours il y a aussi un autre truc qu'on trouve très souvent qui est l'idée d'agir préventivement contre une menace.
Oui. comme des armes de destruction massive qu'on n'a jamais trouvées, par exemple. Ou des Voilà, choses comme ça. là, c'était tout à fait le cas. La différence, c'est où tu vois que le monde a changé, même si par le passé rien n'était rose, hein, c'est pas le sujet. Mais c'est que quand ce truc est sorti, personne n'y a cru, ça a été éventé immédiatement. Ça ne les a pas empêchés d'agir malgré tout sur ce prétexte. Mais voilà, c'était clair que c'était un prétexte, c'était clair que c'était un mensonge. Aujourd'hui, on est dans une logique assez différente, ou en tout cas beaucoup plus aboutie, où les gens vont croire aux mensonges parce que voilà, ils ont cette volonté. Ouais, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui veulent croire. Et même dans le cas que tu donnes, je pense que parmi les gens qui avaient porté Hitler au pouvoir, il y en a pas mal qui voulaient croire ce qu'il lui disait, parce que sinon, c'était reconnaître qu'eux-mêmes avaient tort. Oui. Alors, chez Arendt, il y a cette notion, cette idée où elle dit que dans ce qu'appelle les masses totalitaires, donc les gens qui sont coupés de leurs relations sociales, il y a cet attachement extrêmement important à la cohérence. Et donc, elle dit la cohérence est plus importante que la véracité. Donc, en gros, peu importe que le truc soit complètement bidon, l'important, c'est qu'il y ait une forme de structure dedans à laquelle tu puisses te rattacher, même si on te dit des trucs complètement cons. Et pour moi, je pense aux conspirationnistes qui te sortent des trucs complètement absurdes, tu vois, où tu te dis... il y a des complots incroyables où ce serait beaucoup plus simple de faire autrement, tu vois. Tu te dis, ils font tel et tel machin pour contrôler les gens. Parce que, effectivement, dans leur prémisse, dans leur narratif, il y a une cohérence globale. Et du coup, c'est le principe de la suspension of disbelief quand tu regardes un film. C'est-à-dire que tu pourrais voir les contradictions, les trucs où tu dis, mais c'est pas normal, ça se passe pas comme dans la vraie vie. Mais qu'importe, tu décides de ne pas voir ces contradictions et de croire en l'histoire qu'on te raconte. Bah, ça rejoint un peu ce que je disais sur la dissonance cognitive avant, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, le truc, c'est que le coût psychologique est moins élevé de rajouter un mensonge à la pile d'autres mensonges qu'on a déjà gobés. Il est beaucoup moins élevé que de reconnaître que ça fait 10 ans qu'on se plante et qu'on dit de la merde. Alors, pour avoir une complotiste dans ma famille, il n'y a pas de continuité. C'est-à-dire qu'un sujet dure 6 mois, 1 an, et après, elle peut le jeter et en prendre un autre. Et en gros, c'est que sur l'instant, il faut qu'il y ait une cohérence. Il y a une sorte de posture en disant tout est faux. En gros, la position, le système, ou en tout cas la vérité établie est forcément fausse. Et donc, il y a forcément une vérité cachée. Et elle va pouvoir argumenter des choses. Par exemple, pendant le Covid, elle a argumenté sur le fait qu'il y avait des nanoparticules dans les vaccins pour prendre le contrôle des gens. Et maintenant, elle argumente sur le fait que le vaccin rend les gens malades, mais il n'est plus question de nanoparticules qui contrôlent les gens. C'est-à-dire que ce truc-là a totalement disparu de son discours. Et elle a même oublié, c'est-à-dire que si j'imagine, si on met cette personne de ta famille, condoléances, en face de ces contradictions, des choses qu'elle a crues par le passé, qu'elle ne croit plus, elle ne fera pas le lien. Elle va te dire oui, mais avec ce que j'avais entre les mains, c'était ce qu'il y avait de plus crédible, etc. Donc il y aura toujours un discours et ce genre de choses. Elle retrouvera toujours une cohérence, en fait. De la même façon qu'elle va te dire que les platistes... même si elle ne pense pas que la Terre est plate, elle dira que les platistes ont raison de penser que la Terre est plate parce qu'ils n'ont pas de preuve que la Terre est ronde. D'accord. Et que donc, du coup, c'est logique. Et alors, Arendt a cette idée que je trouve intéressante, où elle dit le monde est chaotique. Et donc, alors, bon, il y a des puissances, il y a quand même un ordre dans les choses, etc. Mais le monde est quand même chaotique avec des gens qui font des trucs contradictoires et des choses qui sont imprévisibles. Et que ces gens-là, dans ces masses totalitaires, ne supportent pas cette idée qu'il n'y ait pas de sens derrière toutes les choses. Et donc, ils vont vouloir importer de la cohérence contre toute logique ou toute vraisemblance, parce que cette idée ne serait-ce que certaines choses nous échappent complètement, est insupportable. C'est pour ça qu'il y a certaines personnes qui estiment, il faudra un jour qu'on en parle d'ailleurs du complotisme, c'est intéressant comme sujet, qui estiment que les complotistes sont en fait des gens, contrairement à ce qu'on pourrait penser, extrêmement rationnel. Sans doute beaucoup trop rationnel, parce qu'ils n'acceptent pas l'idée qu'il puisse y avoir des coïncidences ou qu'il puisse y avoir quelque chose qui ne soit pas totalement à 100% cohérent. De toute façon, les gens, globalement, ils ont toujours voulu expliquer tout, et même s'ils le faisaient mal. Plutôt que de ne pas donner d'explication. L'héliocentrisme, ça reposait là-dessus aussi, par exemple. C'était juste qu'il fallait qu'on ait un modèle. Alors ça, je pense que c'est effectivement très général. L'ignorance est pas acceptable, mais il faudra qu'on en reparle effectivement, mais je pense qu'il y a quand même ce truc où, surtout aujourd'hui, on a quand même des trucs qui sont très visibles, mais c'est pas le sujet, quoi. Le fait que le gouvernement soit massivement corrompu, bizarrement, les complotistes n'y voient pas un sujet de mobilisation.
Ouais. Alors, je voulais parler aussi de Paul Václavic, qui fait partie des gens qui ont travaillé sur ces sujets-là. Alors, il a notamment un livre qui s'appelle Une logique de communication et qui fait partie des bouquins qui m'ont le plus marqué dans mes lectures. Je l'ai lu 2 fois. À part Hannah Arendt, tu veux dire? Pardon? À part Hannah Arendt? Oui, et j'ai également Surveiller et punir de Foucault, qui était ma première lecture qui m'a retourné la tête. Václavic fait partie de ces lectures-là. Je l'ai lu 2 fois parce que Václavic est né en 1921, c'était un Autrichien, mort en 2007. Et lui, il a suivi d'abord une formation de logicien, parce qu'il y avait une tradition de logicien dans les universités autrichiennes. Il s'est retrouvé prisonnier politique en Autriche pendant la Seconde Guerre mondiale, donc voilà, il ne s'est pas compromis. Et il a été libéré par les Anglais, il est parti, il a voyagé un peu, il a fini sa carrière à Palo Alto, à l'université, où il a largement contribué à l'école de Palo Alto que tu mentionnais tout à l'heure. Et il avait un pied dans la psychologie, un pied dans l'information et la communication, les sciences de l'information et de la communication. Et il a importé justement ce formalisme logique qu'il avait acquis, sachant que les universitaires américains sont beaucoup plus pragmatiques. Et lui a fait un peu ce mix entre le pragmatisme américain et ce côté très formel en question. Et il met en avant cette question de la logique, et le paradoxe est justement un truc c'est justement un de ces nœuds de logique, de ces choses insolubles. Et il fait cette différence entre la différence entre un paradoxe et une contradiction. Une contradiction, c'est, voilà, tu t'es donné l'exemple de la personne bourrée, hein, ou un autre exemple, c'est je t'aime pas. Bon, peut-être que tu seras déçu et triste, mais tu es dans une contradiction, il y a quelqu'un, voilà. Par contre, si je dis je t'aimerais plus si tu faisais quelque chose que tu ne peux pas faire ou qui n'est pas toi, etc., là, je te mets dans une situation paradoxale. Quelqu'un a dit sois spontané, c'est effectivement l'exemple qu'il donne. Oui. Si tu fais ce qu'on te demande, eh ben, tu n'es pas spontané puisque tu as fait ce qu'on t'a demandé. Et si tu ne le fais pas, tu es décevant. Et lui dit que le paradoxe rend fou. C'est-à-dire qu'autant on peut faire le deuil d'une situation, on est dans une contradiction, on a quelque chose qui va contre nous, ça peut être dur, mais on arrive à le vivre. Alors que le paradoxe, comme il est insoluble, va faire péter les plombs, en fait. Pour moi, je fais juste une petite parenthèse, c'est cette situation en fait où il n'y a pas de solution, on te demande en tant que citoyen, en tant que personne, de croire en des choses qui ne sont pas compatibles entre elles ou de faire des choses qui ne sont pas compatibles entre elles, que ça crée des situations de rejet de tout le réel en fait. Je pense que quelque part, le complotisme, l'extrématisation, c'est aussi un symptôme d'une société où les gens ont besoin de remettre du sens parce que tout ce qu'on leur envoie leur rend la tête par-dessus la... Mais alors, dans le cas d'institutions, justement, soit tout ce qui est État ou médias, etc., le truc particulier par rapport aux autres exemples que j'ai pu donner, c'est que l'injonction, elle émane de gens avec lesquels tu ne discutes pas. Ils sont pas là, ils sont pas en face de toi. Tu peux pas, si tu vois qu'il y a un truc qui va pas, tu peux même pas leur dire... Écoute, c'est pas logique ton truc, fais une hiérarchie, que je sache ce qui passe avant l'autre. Et là, je pense que c'est ça aussi qui alimente beaucoup la colère. Quand tu as quelqu'un en face, bon, si c'est ton supérieur hiérarchique, tu peux peut-être pas forcément te permettre de faire ça, ça c'est un problème, mais tu peux essayer au moins. Là, tu n'as aucun moyen, tu n'as pas de retour possible. Tu peux même pas contourner la fonction, effectivement. Moi, j'ai vécu ça en milieu professionnel, je n'ai pas directement impacté, mais on a été une équipe à Paris, on avait un chef qui était dans une autre ville, et qui clairement voulait liquider cette activité parisienne, ça l'emmerdait. Et il y avait une équipe de développement informatique. Moi, je bossais pas avec eux, ou un tout petit peu. Et ils étaient dans cette situation super merdique, où leur truc marchait pas bien, mais ils n'avaient pas assez de moyens pour le faire marcher. Et comme ça marchait pas bien, on n'arrivait pas à le vendre. Et donc, leur chef, notre chef, leur disait, et dès qu'ils disaient non, mais on peut pas le faire avec les moyens qu'on a, on peut pas le rendre fiable, il disait on peut pas en vendre, donc moi, je peux pas vous donner d'argent. Donc vous n'aurez pas les moyens de... Voilà. Et donc, et ensuite, il disait oui, mais il faut le vendre maintenant. Il disait ça marche pas. Et où il leur savonnait la planche, et je les ai prévenus, tu vois, je leur ai dit, là, il est en train de vous savonner la planche. Dès qu'il rentrait dans le bureau, il est une fois par semaine. C'est le principe de la sécu, de l'école, c'est le principe d'à peu près tous les trucs qu'on veut liquider, enfin, pas nous, mais que l'État veut liquider. Chaque fois qu'il rentrait dans le bureau, sa première phrase était un sarcasme. Dès que mes collègues avaient bossé le week-end, tout le week-end pour faire un truc, etc., en se tuant au boulot, ils disaient alors ils n'utilisaient pas les mêmes technos de développement. Ils disaient t'as mis tant de temps pour le faire, mais moi mes équipes sur le techno ils font ça 2 fois plus vite.
Et donc, dès qu'il y avait quelque chose, un effort fourni, ils savatent le Il truc était dévalorisé, systématiquement. ouais. Et du coup, je leur ai dit, regardez ce qu'il est en train de vous faire. Et ils se sont jamais... Et à l'époque, j'étais au CSE, donc je leur ai dit, on peut y aller, quoi. Et ils n'ont jamais voulu. Bon. Et au final, ils se sont laissés pourrir par la situation. Ça a pris 2 ans. Et alors même que, tu vois, j'ai mis le truc sur la table, je dis, regardez le mécanisme, regardez ce qui se passe. Ça n'a jamais, ça rejoint un peu ce que je disais quand on disait qu'effectivement un des problèmes des injonctions paradoxales, c'est que parfois on est tellement habitué qu'on les voit même pas, quoi. On n'est pas. Oui. Il faut qu'on apprenne en fait à les discerner parce que sinon ça passe et puis on s'en rend pas compte. Mais je pense que c'est effectivement un point très important et c'est là où Václavic est super intéressant. Alors une logique de communication, j'ai trouvé ça dur à lire. Première fois, je suis passé au-dessus. Ça c'est beaucoup de trucs de logique très théorique. Et c'est en fréquentant des informaticiens que je suis un peu rentré dans cet état d'esprit que j'ai vraiment tiré quelque chose de très intéressant de ce livre. Il a un autre bouquin qui est plus de la vulgarisation qui s'appelle « Faites vous-même votre malheur ». Il est sorti ça dans les années 70, à l'époque où le do-it-yourself Tu me l'as vendu. Voilà, était très à la mode. Et donc, c'est un manuel pour rater sa vie. Et donc, il t'explique tout ce qu'il faut faire pour être malheureux. Mais est-ce qu'on en a besoin ? Je l'ai trouvé un peu décevant comme livre, mais il est rigolo. Voilà. Il y avait ce truc très marrant, cet exemple d'un type, c'est les années 60, un Américain qui se marie. C'est les années 60, donc il n'a jamais vécu avec sa fiancée avant. Et donc, le matin du lendemain de leur nuit de noces, elle lui fait des pancakes. Et en fait, le mec n'aime pas ça. Mais il les bouffe parce que c'est le lendemain de la nuit de noces et il ne veut pas la fâcher. Et donc, du coup, comme il a mangé des pancakes, elle lui en fait le lendemain. Et donc, il n'ose pas. Et 20 ans après, tous les matins, il mange des pancakes, alors qu'il n'a jamais aimé ça. Voilà. C'est l'histoire de la fameuse blague du gars qui va couper du bois parce qu'il va faire froid l'hiver. C'est ça. C'est ça. Enfin, voilà. Donc, cherchez la suite sur Internet. Voilà, Václavic, c'est hyper intéressant. Et comme tu le disais, je pense qu'un point essentiel, c'est apprendre à décrypter ça. Et ce qui est très intéressant, c'est une chaîne d'événements. C'est-à-dire que c'est une chaîne de relations. Et c'est pas... Souvent, en psychologie, on a un individu, on s'intéresse à l'individu tout seul. Et lui va parler d'une chaîne en disant la personne qui pète les plombs au bout, c'est pas nécessairement elle qui a un problème, c'est peut-être que c'est elle qui est la cible, enfin qui va finalement récolter tout ce que les gens qui vont pas bien vont, la façon dont ils vont se défausser sur lui. Ça rejoint ce que je disais aussi sur le fait que c'est souvent des positions intermédiaires en fait hiérarchiquement qui sont le plus soumises à ça. Sauf dans le cadre familial où là c'est généralement le mec. Pas toujours, mais très souvent. Il y a plein d'histoires. Oui, non, j'ai pas dit que voilà, c'est majoritairement le cas, quoi. Mais majoritairement, ça ne va pas durer exclusivement. Mais pour moi, c'est là où c'est un outil très intéressant parce que ça te permet de comprendre, je pense, plein de choses qui peuvent. Voilà, on déborde complètement. On va s'arrêter là, on fait une petite pause. Ah non, attends. Quoi ? T'avais encore des trucs à dire ? Ah non, mais j'ai plein de choses à dire. Mais on fera un numéro 2. En panne de sens, de retour. Maintenant, c'est... Ouais, c'est mon tour, en fait. Ouais, Sébastien, tu vas nous parler de quoi ? d'Hannah Arendt ? En fait, non, parce que tu as déjà tout dit. Du coup, je vais te parler d'une chose un petit peu plus futile, le cinéma, en passant d'abord par la publicité. Mais vous allez voir, en fait, il y a un lien. Moi, j'ai parlé de Ken Loach, j'ai aussi parlé de cinéma. Oui, mais c'est pas du vrai cinéma, c'est du film à message, tout ça. Moi, je vais te parler de vrai cinéma formaliste, etc. Donc, déjà... Il faut parler de la publicité, je pense. Moi, quand tu as parlé d'injonction contradictoire, Luc, quand tu m'as dit il faut qu'on parle de ça, c'est un ordre et tu as l'obligation d'y désobéir, j'ai donc réfléchi tout de suite et je me suis dit on va parler de publicité. Parce que quand tu regardes tous les slogans marquants, notamment dans la mode, mais pas que, c'est toujours des injonctions contradictoires. C'est-à-dire Pepsi, pensez différemment. Think different. Ouais. C'est exactement le soyez autonome, quoi. C'était pas Apple. Soyez. Non, c'était Apple. Oui, je crois que c'était ça. Apple ou Pepsi. Ouais, non, c'est Apple. Ouais. Pas le soyez autonome. Mais c'est quoi déjà celui que tu as donné d'exemple ? En 2 mots là. Non, je pense que Think different, c'est Pepsi. Mais Apple, ça doit être un truc. De toute façon, c'est toujours le même système. Hugo Boss, c'est n'imitez pas, innover. C'est incroyable. Tout ça pour vendre des fringues où tu vas quelque part imiter. Ouais, mais c'est pas n'importe quelle fringue. C'est les fringues du styliste qui a remporté l'appel d'offres pour faire les costumes nazis. En 1930. C'est Apple. Ouais, c'est bien ce qui me semblait. Oui. Autant pour moi. Alors peut-être que Pepsi a copié Apple, ou alors c'est moi qui me suis trompé dans mes notes, mais on coupera au montage. On demandera à une IA d'imiter ma voix pour dire ce qui est vrai. Dans un genre sinon vraiment super nietzschéen, c'est deviens ce que tu es. Ça, c'est Lacoste. Donc, porte des vêtements pour devenir ce que tu es. Porte mes vêtements de ma marque pour devenir qui tu es vraiment en toi.
Et du coup, en fait, moi qui aime beaucoup le cinéma, j'ai eu cette impression il y a quelques années de voir un film qui me disait ça sans arrêt, qui me martelait dans le crâne et qui le faisait d'une manière à la fois très efficace et super perverse. Peut-être justement très efficace parce que super perverse. Alors, on va parler du film. Je sais que là, je fais un peu traîner le suspense. Un film pervers. Un film extrêmement pervers avec des gens qui s'imbriquent les uns dans les autres. Oh, Ça s'appelle La Grande Aventure Lego. Je suis très déçu. Ce sera pour une autre émission. Ou de Lego Movie en VO. C'est un film qui est sorti il y a maintenant quelques années, en 2017, et qui a été un énorme succès aux États-Unis, en France et dans le monde. Et bon, ça raconte en gros l'histoire d'un Lego qui s'appelle Emmett, qui est un ouvrier du bâtiment super ordinaire, qui mène une vie super ordinaire dans un monde extrêmement stéréotypé et qui un jour découvre la pièce de résistance, qui est un jeu de mots qui marche aussi en anglais, qui est un ancien artefact et du coup, il est pris pour l'élu, qui est une figure prophétique destinée à sauver l'univers Lego d'un horrible méchant qui s'appelle Lord Business, c'est le dirigeant, qui prévoit de figer le monde à l'aide d'une arme appelée le Kregel. Et on comprend plus tard ce dont c'est, mais je n'ai pas spoilé un film qui date quand même d'il y a 8 ans, donc il est encore assez récent. J'ai quand même spoilé la fin du film. En fait, après 1h15 de péripéties menées à un rythme endiablé, en fait, ce que je veux pas, c'est spoiler le milieu. Mais la fin, j'ai le droit. On découvre que toute l'histoire est le fruit de l'imagination d'un jeune garçon, un Américain moyen, blanc, tout ce qu'il y a de plus correct, qui joue dans le sous-sol de sa maison familiale. Et le grand méchant, Lord Business, en fait, c'est une allégorie de son père. Et c'est un adulte strict, son père, qui, en fait, lui, joue au Lego, mais d'une manière, en fait, très organisée, très structurée. C'est-à-dire qu'ils ont osé un scénario où tout ceci n'était qu'un rêve. C'est un peu ça, ou plutôt, en fait, tout ceci n'était qu'une allégorie. Attention. Et le grand message, c'est, en gros, il faut ne pas suivre les instructions des boîtes Lego. Il faut, au contraire, laisser cours à son imagination, mélanger les univers, et comme ça, on peut réconcilier le père et le fils à travers le pouvoir du jeu, de l'amour et de la consommation. Sauf qu'il n'y a rien de plus standardisé que des briques de construction, on est d'accord. Oui, mais c'est des briques, tu peux en faire ce que tu veux, C'est des vrai. avions, des vaisseaux spatiaux, c'est incroyable. Alors, je ne connais pas un gamin aujourd'hui qui jouerait le mot Lego. Mhm. Quand on leur offre un Lego, ils le montent, ils le mettent sur une étagère et ça s'arrête là. Moi, gamin, Non, mais nous, oui. je le montais, je le Oui. cassais, je le remontais, je le recassais. Oui, oui. Mais en fait, Parce que j'adorais voilà. faire exploser des trucs. Lego a fait le choix de faire des partenariats avec des licences et tout. Les Star Wars, Et, les machins, voilà, les je connais Batman. 2-3 gamins et tous leurs Lego, ils montent le truc, ils le mettent sur une étagère et ça s'arrête là. Et puisqu'on parle de films licencieux, on va y venir. Au départ, en fait, c'est Warner Bros. Qui a fait un partenariat avec Lego pour justement faire un film sur la question. Ils ont embauché 2 co-réalisateurs, Phil Lord et Christopher Miller, qui avaient fait un bon film un petit peu couillon, mais plutôt rigolo, qui s'appelle Tempête de boulettes géantes. Le film est aussi con que le titre, mais c'est un bon divertissement, je vous le recommande à l'occasion. C'est l'histoire d'un scientifique qui fait pleuvoir sur une île paradisiaque des boulettes de nourriture. D'accord, et tu vas nous le spoiler aussi. Non, mais non, je vais pas vous le spoiler, sauf la fin. Non, En fait, je vous spoil pas, mais Thelma et Louise, elle saute de la falaise. Non, parce que il y a un arrêt sur image et on ne sait pas ce qu'elles deviennent. C'est Peut-être que vrai. c'était un avion. Plus sérieusement, en fait, l'idée au départ, l'objectif du studio, c'est de créer un film qui capture l'essence du jeu, c'est-à-dire, et surtout l'essence des vidéos YouTube qui parlaient du jeu. Il y a beaucoup de gens qui, à l'époque, faisaient de la stop motion et qui imitaient... qui faisaient comme ça des petites animations brique par brique. Il y a quelques clips musicaux d'ailleurs qui ont repris ce concept-là. Et le film va reprendre le stop motion. C'est vraiment fait comme si tout était filmé plan par plan, brique par brique, sauf que bien sûr, il y a beaucoup d'effets spéciaux. Et surtout, effectivement, le film bénéficie d'une force de frappe importante parce qu'il y a des acteurs comme Chris Pratt, Morgan Freeman, j'en oublie plein qui sont vraiment des superstars déjà à l'époque, encore à l'époque pour Morgan. Et le film aussi intégrait des personnages d'autres licences détenues par Warner Bros, dont Batman et Star Trek. Donc c'était un peu une espèce de gros produit comme ça qu'on a amalgamé.
Et ça colle finalement multivers, avec... exactement. C'est un film qui annonce quelque part la prolifération du multivers. Je vais parler un peu plus dans mon micro parce que Luc me fait des gros yeux. Luc, qui donc dirige l'émission d'une main de fer. Donc il faut que je continue. Dans un gantelet d'acier. Exactement. Donc quand j'ai vu le film, j'ai vraiment été séduit. D'abord, j'avais été influencé par les critiques qui étaient globalement unanimement positives. Même les Inrocks ont dit que c'était un grand film qui casse des briques. Je cite leur superbe jeu de mots. Il y avait vraiment un rythme incroyable. L'animation était vraiment chouette. Il y a quelques scènes qui restent en tête. Une mer démontée en Lego, c'est quelque chose qui est assez beau, je trouve. Je sais que toi, Yann, tu n'es pas spécialement amateur de cette esthétique, mais techniquement, c'est une prouesse. C'est vrai qu'honnêtement, les Lego, moi j'aimais bien y jouer quand j'étais gamin, mais les films Lego, je me suis forcé à regarder celui-là pour toi, mais je trouve ça moche. Ouais, je suis désolé. Mais voilà, quoi. Je ne suis jamais catégorique. C'est vrai. Mais cette fois-ci, je t'ai un peu ordonné de regarder le film. Et donc, le film, au lieu d'être vu comme une simple publicité, a été vu comme une œuvre intelligente et une célébration même de la créativité. Il a même d'ailleurs figuré sur de nombreuses listes de meilleurs films de l'année 2014. Ah non, c'était 2014, autant pour moi. C'est quand même le signe... On rectifiera en montage. C'est quand même le signe qu'un cinéphile comme moi devait forcément aimer le film. Et j'ai effectivement trouvé que c'était pas mal. D'abord parce que, en bon gauchiste, moi j'apprécie qu'on fasse une parodie de la société de consommation et du conformisme. Et l'histoire d'Emmet, c'est au départ, celle que c'est montré, c'est-à-dire très bien fait, je trouve, le début, c'est la meilleure partie du film. C'est un ouvrier qui est aliéné, mais qui est heureux, dans un monde où tout le monde fait la même chose, sur fond de chansons pop entraînantes, complètement idiotes, décérébrées, mais qui fonctionnent bien. Et au détour d'une phrase ou deux, tu le vois qui dit ah oui, mais on m'a enlevé le droit de vote, et puis il commence à réfléchir, ah oui, quand même... Enfin, il y a peut-être pas un truc qui va pas, et puis tout d'un coup la musique pop retentit, puis il se remet à danser parce que tout est beau, quoi, tout va bien. Et t'as un méchant qui s'appelle Monsieur Business en plus. Exactement, il y a vraiment une théorie, enfin une critique de la société de consommation dans un film hollywoodien grand spectacle destiné aux enfants. Moi je me suis dit c'est génial. Qui est une pub géante. Exactement. C'est un petit peu le problème, c'est un peu que paradoxal, non ? Totalement. C'est un peu une injonction paradoxale. Et là, peut-être que tout est lié. En fait, le film met en scène une dictature douce où le consentement est acheté. Et en même temps, quelque part, par sa forme extrêmement colorée, séduisante, son rythme, ses petites références, il vend aussi une société de consommation qui fait mine de critiquer. Et il le fait d'une manière qui est très très réussi, je trouve, parce qu'un enfant se laissera séduire par l'univers très coloré, les rebondissements, etc., tandis que l'adulte appréciera toutes les petites piques comme ça. Soit il sera aussi au premier degré, soit il sera comme nous, un petit peu un public postmoderne, qui appréciera un petit peu cet humour qui fait mine de critiquer quelque chose qu'il présente. Il y a un truc, par exemple, qui est assez impressionnant, c'est la façon dont le film va présenter par moments des boîtes Lego, devant la caméra, quoi, en te vendant carrément, on est vraiment en mode publicitaire, mais d'une manière un peu auto-ironique. C'est-à-dire qu'il te fait de la pub, il te présente le produit bien en face, mais quelque part, c'est une caricature, auto-caricature de ce qu'est une publicité pour des jouets. Et quelque part, tu peux du coup voir toi le film comme une critique. Ça a fait un peu le coup avec un autre film qui, pour moi, dérive totalement de celui-ci, qui s'appelle Barbie. Je ne sais pas si vous avez entendu parler. Oui. Oui, voilà, c'est un peu ça. Il y a aussi dans Barbie des scènes où on te présente des accessoires Barbie, comme ça, grand plan, c'est à peine s'il n'y a pas l'étiquette du prix dessus. Et en même temps, c'est un ressort humoristique. Du coup, tu reçois l'injonction, mais quelque part, tu peux t'en détacher et considérer que, oui, mais toi, tu n'es pas dupe. Oui, en plus, comme ça, tu te sens plus intelligent que les autres, et c'est trop bien, ça valorise la personne qui pense. Exactement. Et le message du film, à la fin, devient... moi, la fin m'a fait tomber de ma chaise, parce que, d'abord, elle est surprenante, elle est très bien faite, ça marche. C'est très surprenant de voir au bout d'1 heure et quart de film, dans un film grand public, comme ça, un tel changement de perspective, le fait de voir des acteurs en chair et en os qui arrivent et qui te font voir tout ce que tu as vu d'une manière différente, c'est presque expérimental. Donc tu peux apprécier, tu peux te laisser prendre. Et en même temps, quelque part,
tout le discours du film qui ressort à ce moment-là, c'est effectivement pour réconcilier un petit peu tous les publics, les adultes et les enfants, le discours qui est soit conformiste pour être créatif. Ouais, il y a aussi que tout le message social que tu avais vu ou cru voir dans la première partie, finalement, il est réduit à juste un petit machin, un petit machin, c'est important pour eux, mais à une petite querelle familiale, finalement. Exactement. Et ça, c'est un truc qui est vraiment impressionnant dans ce film. C'est la façon dont il fait mine de montrer des conflits, mais en fait, il les désamorce tout de suite. Mais en fait, ce n'est rien. C'est ça. Que si la contestation vient d'un enfant, ça n'est qu'un enfant. Donc, exactement. Voilà. En fait, et même en fait, à tous les niveaux, que ce soit familial, politique et genré. Il y a un personnage féminin dans le film qui est Wild Style. C'est un personnage féminin fort, intelligent, compétent, qui sauve le héros à plusieurs reprises. Et finalement, il est réduit au rôle de love interest, qui doit s'effacer, qui cherche la validation du héros, même médiocre. En fait, c'est elle qui avait été entraînée à être l'élu depuis le début. Elle se rend compte que c'est pas elle et que c'est un pauvre type venu de nulle part. Et quelque part, le film la présente comme un personnage fort, positif, etc. Mais finalement, son rôle narratif, ça va être de s'effacer devant le héros. Souvent, l'élu est un gros naze. Moi, j'ai noté ça. Oui, très clairement. On pourra parler un jour d'un autre film qui est fait de ça un paradigme, mais pour moi, c'est un paradigme perdu. C'est Avatar. On aura l'occasion d'en parler, Luc. Mais là, pour le coup, en plus, ce que tu décris, on est pas mal encore dans des clichés misogynes de base qu'on a vus dans plein de films, etc. Mais même qui fait mine de les critiquer. Voilà, c'est ça. Et ça, c'est très fort. Il y a d'autres films de l'époque qui faisaient ça. C'est Rebelle, par exemple, des studios Pixar, qui est un des films les plus misogynes qu'ils puissent imaginer, et qui s'est vendu sur le principe de... il n'a pas l'air de l'être au début, c'est ça le truc. C'est à la fin que tu te rends compte que oui, mais en fait, voilà. C'est un peu le piège. Et donc, pareil, avec Lord Business, donc c'est le grand méchant. Alors, il y a plein d'allusions au langage managérial. Les machines que contrôle Lord Business s'appellent des micromanagers. Enfin, il y a plein de choses comme ça qu'en tant qu'adulte, tu vois et tu dis « Ah ouais, ça va loin dans la critique, quoi. Le film dénonce. » Et en fait, globalement, comment ça se résout ? Il faut juste lui parler. Le gamin, il va prouver à son père qu'il est super créatif, et son père va dire... Ah oui, en fait, tu avais raison. Et puis, avec le pouvoir de l'amour, on va travailler ensemble et construire un monde meilleur. Mais j'aimerais bien que dans la vie, tout soit comme ça. Exactement. Et même au départ, même le conflit qui est posé, c'est un conflit qui, dès le début, est désamorcé. On voit l'ouvrier en train de travailler. C'est rare de voir un héros ouvrier qui bosse dans un film. Mais l'aliénation qui est montrée, tu vois aucune souffrance, tu vois pas de pénibilité, tu dois bosser dans la joie et la bonne humeur. C'est pas les temps modernes, quoi. Exactement. C'est l'anti-temps moderne. Dans les temps modernes, tu es en empathie avec le personnage qui lutte vraiment et qui souffre. C'est étonnant que tu cites les temps modernes parce que ma compagne qui a vu le film avec moi et qui m'a fourni 95% de mes idées, un petit peu comme le personnage féminin du film qui n'est pas crédité à la fin mais qui est l'auteur de la chronique que je suis en train de lire, ma compagne avait pensé aussi au temps moderne. Elle me l'a cité en disant c'est exactement l'opposé. C'est ça. Et c'est ça, vraiment. C'est exactement ça. Tu vois, les grands esprits se rencontrent. Le sien est plus grand que le mien. Mais bien sûr, mais il faut quand même toujours un petit placement de produit. Alors parlons de placement de produit. Le film, donc, c'est une publicité incroyablement... c'est la publicité même. Contrairement aux autres publicités où tu payes juste la télé ou le truc, là, c'est une publicité, tu payes pour la voir en plus. Exactement, c'est une publicité c'est comme si tu voyais les publicités d'avant le film, sauf que c'est le film. En même temps, quand tu achètes un gros t-shirt avec marqué Nike, avec le logo, c'est aussi une publicité, tu deviens un support publicitaire et en plus tu payes. Mais dans les business des jouets, les dessins animés, et ça fait très longtemps que c'est comme ça, les dessins animés sont faits pour vendre des jouets. Les maîtres de l'univers, je crois que c'était un des premiers Mattel. Il y en a plein, mais en fait, ils en ont fait des tonnes où ils font la gamme de jouets, ils font le dessin animé qui va avec, et donc du coup, ils ont 20 minutes de pub qu'on leur achète. Au lieu de payer des publicités, des encarts publicitaires. Ouais. Et ce placement de produit qui est vraiment au cœur de la politique hollywoodienne depuis au moins Star Wars, en fait, elle trouve une espèce d'achèvement total au moment où le produit, Transformers, Barbie, etc., devient, où le produit, la publicité et le film, l'œuvre se confondent pleinement. Et c'est d'autant plus pervers, entre guillemets, je cite souvent le mot pervers, mais c'est parce que je trouve que le film est vraiment dangereux presque,
parce que il est tellement bien fait que je pense que même moi, effectivement, qui suis un être supérieurement intelligent, j'ai vu le film et franchement, j'ai marché. Et il y a une partie de moi qui était à fond dans l'histoire, etc. Et je me dis, un gamin, il reçoit ce film-là, on lui présente un discours à base de sois rebelle, sois créatif, construis ton propre avenir. Les prophéties, c'est de la merde. C'est toi qui dois être ton propre maître et écrire ton histoire. Et la force du collectif face aux puissants, c'est incroyable. Et malgré tout, ce que te vend le film en arrière, c'est absolument tout l'inverse. Alors, le mot pervers est bien choisi, cela dit, parce que c'est généralement des gens qui sont très manipulateurs. Et je trouve que ça correspond bien à ce que tu décris. Le fait de t'être fait avoir, est-ce que ça t'a blessé l'ego? J'aimerais bien finir ma chronique sur cette phrase, mais malheureusement, j'ai encore d'autres choses à dire. Mais oui, effectivement. Non, parce que je me suis senti beaucoup plus intelligent d'avoir perçu le double message. En fait, c'est terrible parce que le double message est tellement évident, il est tellement assumé et asséné que quelque part, même la critique est impossible. Tu peux pas critiquer quelque chose qui annonce avec autant de frontalité ce qu'il est. Et c'est ça qui est assez incroyable, c'est que c'est un bon film. Il arrive dans le sens où il arrive à son objectif, et même en le critiquant, je le désamorce pas vraiment en fait. Non, il est bien foutu, ça. On peut pas le nier. Hein. Moi, après, Naissance d'une nation, c'est un film qui est très bien foutu aussi. Ça veut pas dire que c'est un film que j'ai envie de voir, ni que je cautionne. C'est pas le même produit qui a été vendu. Oui, voilà, c'est quand même un produit qui a été vendu, mine de rien. Et en fait, quelque part, moi, ce que je retiens le plus, je sais pas si on pourra peut-être passer, Luc, en tant que grand maître du montage, tu me diras si on pourra passer un petit extrait de la chanson du film. C'est pas trop monté, l'émission. Faut que t'arrêtes de dire en coupe au montage. Oh merde. Mais j'aurais jamais dit tout ce que j'ai dit si j'avais su. Plus sérieusement, la chanson du film, c'est une chanson pop idiote, super entraînante, qui est vraiment faite pour entrer dans la tête, qui s'appelle Everything is Awesome. Et tout est super génial. Et le film n'arrête pas de te vendre le fait que c'est une chanson qui est décérébrante, qui est faite pour t'empêcher de voir le monde tel qu'il est. Et c'est super montré comme une vraie aliénation. Il n'empêche, à la fin du film, c'est la musique du générique de fin. Elle est faite pour te rester dans la tête. Et bien sûr, la BO sera reprise et reprise et reprise. Et le trailer insiste sur cette chanson. Tout le film est résumé là-dedans, en fait. Et l'injonction contradictoire, effectivement, aujourd'hui, je trouve qu'à travers ce genre d'œuvre, elle s'expose en grand, et le fait qu'il y ait aujourd'hui tant de films sur des jouets, y compris des films qui sont faits par des gens qui, je pense, dans certains cas, sont vraiment sincères dans leur critique du consumérisme, comme Barbie, où je pense que vraiment, parmi les créateurs du film, il y a des gens qui ont essayé de faire quelque chose qui allait à l'encontre de l'idéologie du capitaliste. Je trouve ça vraiment extrêmement triste. Très bien. J'aurais préféré qu'on termine sur ton jeu de mots, en fait. C'est ça. On va mettre la chanson. Oui. Frank Zappa a un album, Joe's Garage, qui raconte l'histoire d'un type qui fait de la musique, et c'est illégal, et donc il finit en prison. Et en fait, en prison, il tue la musique à l'intérieur de sa tête. Et ça finit avec une petite chanson débile, et c'est la fin de l'album. Donc, tu vois, il y a d'autres personnes ont eu cette idée-là. Dommage que ce soit pas libre de droit. On aurait pu le mettre. Très bien, merci beaucoup à tous les deux. Merci également. Et je crois qu'on a pas mal débordé, mais bon... On peut quand même proposer quelques conseils. Quelques conseils, quelques trucs à regarder, voir, écouter. Si je peux commencer, je peux donner un antidote. Un antidote, c'était un film hollywoodien qui, pour moi, est aussi, je ne vais pas dire les temps modernes, qui est aussi La Grande Aventure Movie, La Grande Aventure Lego, pardon, je mélange les titres, qui s'appelle Gremlins. C'était une époque encore où il y avait déjà le mélange entre le marketing, les jouets et Hollywood, mais où il y avait encore la possibilité pour des cinéastes un petit peu pervers, mais dans le très bon sens du terme, en tout cas un petit peu malin, d'arriver vraiment à faire passer des charges violentes contre la société de consommation, contre l'esprit familial, etc. Joe Dante, qui est un cinéaste qui a fait d'excellents films et qui est un peu aujourd'hui tombé dans l'oubli et qui ne fait plus grand-chose, a réalisé quelques films excellents, dont Gremlins, à regarder pour le coup en adulte au second degré. C'est délicieux et surtout, on n'a pas l'impression d'être pris pour des imbéciles. Ok, moi là pour le coup j'ai pas de conseils à part ceux que j'ai déjà donnés sur les injonctions contradictoires, à savoir
reformuler. Quand vous recevez des injonctions, vous les reformulez. C'est peut-être au moment de les reformuler que justement on comprend qu'il y a une contradiction. Et à ce moment-là, questionner la hiérarchie toujours entre les différentes injonctions pour qu'il y ait forcément un ordre et des priorités qui soient établies. C'est la seule manière de s'en sortir, même si c'est pas toujours évident de pouvoir le faire. Mais d'abord identifier le problème et ensuite hiérarchiser le problème. Moi, j'aurais envie de conseiller un groupe sur jelai.lu, donc je l'ai lu, qui s'appelle En panne de sens. C'est notre groupe. L'idée, c'est qu'on va mettre des articles qui nous semblent illustrer les sujets qui nous intéressent et les commenter. Alors là, c'est l'été, on n'a pas trop discuté, mais l'idée, c'est qu'on fasse ça de façon ouverte. Et donc, on est super partant d'en discuter ouvertement avec plein de gens et de troller. Rejoignez-nous. Est-ce que tu es conscient du côté paradoxal de finir une émission comme celle-ci par de l'autopromotion ? Oui, alors qu'il vient de balancer sur la pub pendant vraiment une minute. C'est ça. Non, sinon je dirais... Mais c'est vrai qu'on n'en tire pas profit, c'est quand même ça qu'il faut... Suggérer un livre, je trouve que l'idée, pour moi, des suggestions, c'est des trucs un peu légers et faciles, qui ne nécessitent pas un gros investissement de temps. Mais là, j'ai rien en tête. Donc peut-être le livre de Václavic, Faites vous-même votre malheur, qui est facile à lire et qui est rigolo. Même si, c'est pas ça qui fera découvrir tout l'intérêt de ce qu'il a pu faire, mais le livre est très sympa. Ok. Eh ben merci, et à la prochaine. Salut. Ciao.